Moi, en d'autres termes, pour le Québec, ce que je crois, c'est qu'on ne peut pas faire ça seul. Oui. Il faut qu'on ait une force de frappe, en quelque sorte, francophone. Bonjour tout le monde. Bonjour Louise Baudouin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité, Monsieur le Premier ministre. Ça me fait plaisir de vous revoir, Louise. Moi aussi. Et, écoutez, je ne veux pas tout passer à travers votre biographie, mais il reste que, bon, d'abord, vous avez été délégué général du Québec à Paris. Vous êtes, là, je ne veux pas heurter votre humilité, mais une des personnes au Québec qui connaît le mieux la France. Vous avez été ministre des Relations internationales. Oui. Vous avez été ministre de la Culture. Oui. Puis je sais, parce qu'on se connaît depuis un certain temps, que l'avenir du français au Québec, c'est un sujet qui vous touche là, profondément. Oui. Donc, je commencerai par une question plus générale. C'est quoi votre vision de la situation du français au Québec? Bien, je pense que ma vision rejoint pas mal la vôtre ou celle du gouvernement. On peut différer d'avis sur certains moyens, mais sur le diagnostic, là, je pense qu'on peut conclure qu'il y a eu un déclin là, qui s'accélère en quelque sorte. Parce que pendant très longtemps, on peut dire que ça a été assez stable, que la loi 101, que M. Lévesque et le docteur Camille Lorrain ont fait passer, à l'époque, a quand même stoppé ce que, à l'époque, nous semblait un début de déclin. Ça a stabilisé, mais ça n'a pas renversé la situation. Et là, ben, on voyait là, depuis quelques années, en effet, et on voit depuis quelques années que ça s'accélère, ce déclin-là. Et c'est, ça touche la culture. Ça touche la consommation donc culturelle des jeunes en particulier. Et c'est inquiétant, je veux dire, à cet égard, parce que si on ne parle plus français au Québec, eh bien, on sera des Canadiens comme les autres. Alors, il est évident que depuis 400 ans, cette histoire-là, me semble-t-il, en tout cas, elle ne peut pas s'arrêter. On doit la continuer. C'est notre devoir, de génération en génération. Puis, voyez-vous, bon, une situation différente à Montréal. Quand on voit à Montréal, bon, on est rendu à 48 % de francophones sur l'île de Montréal. Dans l'ensemble du Québec, c'est 78 %. Donc, il y a vraiment une situation qui est encore plus inquiétante à Montréal. À Montréal, il me semble que moi, je l'ai vu. J'habite à Québec, je suis née à Québec, donc j'ai vécu les 40 premières années de ma vie à Québec. Et puis, je suis retournée quand j'étais députée, quand j'étais ministre et tout. Puis, mon frère vit encore à Québec. Et la situation, elle est bien différente. Moi, par exemple, j'ai une maison aux Éboulements. Aux Éboulements, dans Charlevoix. J'ai aucun sentiment ou mauvais pressentiment sur l'avenir du français. Mais comme je vis à Montréal, quand même, la majeure partie du temps, j'ai l'impression que même dans mon quartier, je vois la situation se détériorer. Et ça me frappe dans les magasins, dans les restaurants. J'entends les gens dans la rue et puis c'est palpable. Alors, j'ai accepté, moi, avec Louise Arel, qui était notre collègue, donc à l'époque, qui préside un comité nommé par Valérie Plante, parce que je pense que dans son deuxième mandat, la mairesse de Montréal, donc, se rend compte aussi de la situation. Et donc, on a un comité, là, puis on a remis un premier rapport. Et puis, une de nos premières recommandations, c'était, j'espère qu'elle sera acceptée, de définir Montréal, parce que c'est important de s'assumer. Québec se dit Québec, l'accent d'Amérique. Et nous, on recommande que ce soit Montréal, la métropole francophone des Amériques. Alors, si on assume cette réalité-là, parce que c'est l'article 1 de la loi, d'ailleurs, hein, concernant Montréal, quand on a eu les fameuses fusions municipales, là, qui n'ont pas fait mon affaire beaucoup, moi. On se souvient de ça. On pourrait faire un autre balado là-dessus. Un autre balado là-dessus. Et donc, je pense que si on décline cette idée Montréal, la métropole francophone des Amériques, qu'on va, j'espère en tout cas, prendre conscience collectivement, parce que vous le savez, on ne peut pas faire ça sans les Québécois. Absolument.
Mais bon, effectivement, il y a une situation spéciale pour Montréal, mais vous en parliez au tout début, il y a une situation aussi chez les jeunes. Oui. Est-ce que les jeunes tiennent à garder leur langue? Est-ce que, bon, parfois dans les cours d'école francophones, on voit des jeunes qui parlent en anglais. Qu'est-ce qu'on fait ou comment vous voyez? Commençons par la situation du français chez les jeunes. Comment vous voyez ça? Bien, je pense qu'en effet, qu'il y a une espèce de perte, là. Je ne sais pas si la transmission, là, c'est plus ou moins bien faite, là. Hein? Quand je disais tantôt de génération en génération, il faut qu'on continue. Sinon, toute notre histoire aura pas eu de sens, finalement. Et les jeunes... Ils consomment de moins en moins culturellement en français. C'est bon. Et là, il y a un enjeu particulier. Je pense que le français peut être ludique, peut-être... Il faut leur donner le goût aussi. On ne peut pas juste l'imposer. Alors, pour donner le goût, ben, je pense qu'il faut que nos productions de langue française, nos œuvres de langue française, que ce soit des livres, la musique, le cinéma, la télévision... que ce soit attractif, attrayant. Oui. Alors, pour parler comme les économistes, les comptables et tout, il y en a seulement une question d'offre, mais il y a une question de demande. Comment on agit sur la demande? Et ça, je pense qu'il faut d'abord les exposer. Parce que si ça se trouve pas, je veux dire, facilement, et puis à nulle part, je pense aux grandes plateformes, qui sont essentiellement des multinationales américaines, la découvrabilité, comme on dit aujourd'hui. Et ça, je pense qu'on peut agir là-dessus. Oui, puis c'était un sujet, là, je me rappelle qu'avant la dernière rencontre de l'OIF, vous m'aviez écrit une belle lettre pour dire, puis j'ai d'ailleurs parlé de ce sujet-là avec mes homologues des autres pays ou États francophones. C'est important de développer du contenu culturel en français pour nos jeunes, pour qu'on soit, comme vous dites, attrayant, attractif. Il faut effectivement, peut-être que le Québec, avec la France, avec la Suisse, avec la Belgique, mettent de l'argent puis développent du contenu culturel pour les jeunes. Et je dirais même, M. le Premier ministre, même avec le Maghreb puis avec l'Afrique subsaharienne. Parce que, et c'est ça la beauté de la diversité de la francophonie, c'est que chacun a sa culture, mais il y a une langue qu'en principe, en tout cas, on en partage. Je dis bien en principe parce que je sais comment... C'est pas tous les pays. C'est pas tous les pays. Mais il y en a peut-être une trentaine sur les 54 qui sont membres, qui sont plus facilement convaincables. Moi, en d'autres termes, pour le Québec, ce que je crois, c'est qu'on peut pas faire ça seul. Ouais. Il faut qu'on ait une force de frappe, en quelque sorte, francophone, multilatérale, donc via la francophonie. Et je compte bien sur la nouvelle administratrice que j'appuie dans ses nouvelles fonctions. On a effectivement Caroline Saint-Hilaire, à qui, en tout cas, moi, j'ai demandé spécifiquement. Puis pourquoi je nommais la France, la Suisse, la Belgique, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi voir les pays qui sont capables de mettre des millions, qui sont capables de développer du contenu. Mais effectivement, je pense que l'OIF, que ce soit la présidente Louise Mushikiwabo ou maintenant la nouvelle numéro 2, Caroline Saint-Hilaire, qui ensemble travaillent à convaincre les pays francophones d'investir dans du contenu culturel. Puis je dirais, il y a vraiment une urgence, je pense, du contenu auprès des jeunes. Ah oui, tout à fait. Tout à fait, c'est sûr, parce que l'avenir, bon, c'est une banalité, mais c'est une réalité aussi. L'avenir est là. Je veux dire, si la consommation culturelle en langue française, en d'autres termes, la diversité linguistique et la diversité culturelle doivent se converger en quelque part. Et la diversité linguistique, bien, pour nous, c'est le français. Exact. Puis, bon, revenons sur la situation du français au Québec, sur les solutions. Oui. Tantôt, vous parliez que Montréal s'identifie davantage comme la métropole. Parce qu'on oublie parfois que Montréal, c'est la seule grande ville dans les Amériques où il y a une majorité, en tout cas une grande proportion, disons, la moitié de francophones. Mais si on regarde les solutions, là, comme gouvernement, qu'est-ce qu'on doit faire pour arrêter le déclin du français concrètement? Bien, je pense qu'il faut d'abord en convaincre les Québécois. Moi, je suis
persuadée, ma génération, là, était drôlement mobilisée. Hein? J'ai 77 ans, François, aujourd'hui. Là. Et donc, moi, j'ai vécu ces mobilisations-là hein, pour le français. Et c'est sûr, quand je disais là, que la transmission, nous, ça nous venait de nos parents, de nos grands-parents, etc. Mais là, il faut que cette transmission-là se fasse à ceux qui ont moins de 40 ans, disons. Hein? Parce que ceux qui ont plus de 40 ans, j'en rencontre beaucoup qui quand même comprennent, puis veulent agir, puis veulent se mobiliser. Mais les moins de 40 ans, c'est pas parce qu'on est citoyen du monde, faut leur parler. C'est pas parce qu'on est... Moi, je me considère comme citoyenne du monde, là, mais... Qu'on ne doit pas s'ancrer dans une réalité. Ça vaut pour le collectif comme ça vaut pour l'individuel. Notre identité personnelle, je veux dire, on le sait, c'est ce qui nous structure sur le plan, donc, individuel, mais c'est la même chose sur le plan collectif. Alors, comment leur parler? C'est comment leur parler. Et ça, je pense qu'il y a des jeunes qu'il faut qu'ils parlent aux jeunes, et pas seulement des vieux qui parlent aux jeunes, parce qu'ils nous regardent de travers. Mais je crois que c'est les convaincre de l'importance, finalement. Et ce qui est beau, c'est quand même de voir, malgré tout, il y a des jeunes qui font des chansons en français. Il y a des jeunes qui écrivent en français. Puis il y a plein de prix. Là. Il y avait le prix des collégiens là, tout récemment. Et c'est tous des livres en langue française. Puis j'écoutais 2 jeunes collégiens qui expliquaient à la radio de Radio-Canada pourquoi ils avaient choisi là, le gagnant là, qui s'appelle Ouellette. Et c'était très intéressant parce qu'ils avaient de bons arguments. Ils avaient lu les 5 livres finalistes et tout. Alors, j'écoutais ça, puis je me disais, il y a de l'espoir quand même, mais et c'est la même chose donc pour la télévision, pour le cinéma, il s'en fait en langue française. Alors, il faut partir de ce qu'on a, de nos acquis, et puis effectivement, je vois pas autre chose là, que de leur montrer, que de leur démontrer que la langue française... exprime, on peut pas. Moi, j'ai toujours prétendu, puis il me semble, quand on est citoyen du monde, qu'on devrait comprendre ça, puis quand on est favorable à la biodiversité, puis qu'on est favorable aux changements environnementaux, puis à la transition écologique, puis à tout ça, que la diversité des cultures puis des langues, que de mon point de vue, la même chose. Ouais. Ça participe du même combat pour moi. Et ça, il me semble que les jeunes peuvent comprendre ça, de partir de leur réalité, ça pourquoi ils se mobilisent, puis en essayant mais j'ai pas de recette magique, parce qu'il faut imposer aussi. Là. C'est ça. Là, vous dites, avoir plus de contenu en français, mobiliser les jeunes, peut-être par des jeunes, mais du côté... des choses qu'il faut imposer, des contraintes. La loi 101, quand même, amenait certaines contraintes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer tout ça? Moi, je pense qu'il va falloir... Le Canada a commencé à le faire avec beaucoup, beaucoup de retard, avec la loi C11 qui va être approuvée, là, semble-t-il, d'ici peu. Mais je pense que le Québec a une responsabilité particulière concernant la langue française puis la culture de langue française. Alors, toute cette question de la découvrabilité, puisque vous avez évoqué, si Pierre Bourgault disait, puis je répète ça souvent, là, si le français nous isole en Amérique, il nous ouvre les portes du monde. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut, je dirais, dompter la mondialisation culturelle. Et je me rappellerai toujours de Bernard Landry, que vous avez aussi très bien connu, qui était un libre-échangiste, là, on peut pas dire, il écrit là-dessus, comme vous, les accords. Mais il faut exclure la culture. Ouais. Ce que vous avez bien fait. Oui. Vous avez travaillé là-dessus, vous avez réussi. Oui. Alors, mais il faut continuer parce qu'il faut faire en sorte que les grandes plateformes comprennent cette notion de diversité linguistique et culturelle. Puis ça se fera pas juste en leur parlant, ça va être en leur imposant, à quelque part, en tout cas, une vitrine, que quand on s'abonne à ces grandes plateformes, ce qu'on fait tout le monde, là. Je veux dire, il faut qu'on puisse accéder facilement, puis que les algorithmes,
On le sait, là. Oui, changer les algorithmes, ou en tout cas les influencer. Voilà. Ouais. Voilà. Je pense que ça passe par là, puis ça, ils le feront pas sans qu'on insiste beaucoup, mettons, parce que les autres sont contents, là. Je veux dire, avec leurs 350 millions d'abonnés Netflix, là, ils se disent, le Québec, que c'est 8 millions là, d'habitants, c'est pas nécessairement... C'est pour ça que il faut agir. Ça peut être par règlement, ça peut être par loi, ça peut être de toutes sortes de manières, mais je crois qu'on est dans une mondialisation culturelle qu'il faut réguler. OK. Qu'il faut réguler. Oui, mais parlons aussi d'immigration. Parce que, bon, qu'on le veuille ou non, les Québécois font moins d'enfants. Puis, avec Lucien Bouchard, là, on n'a pas... En tout cas, moi, j'ai pas l'intention de rejouer dans ce film-là. Non. Mais bon, c'est un choix de société d'avoir moins d'enfants. Mais là, évidemment, l'importance de l'immigration pour l'avenir du français, c'est encore plus important. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire du côté de l'immigration? Bien, moi, je pense que le chemin à suivre, vous avez commencé d'ailleurs, je crois, à le faire, c'est qu'il y a de plus en plus de francophones ou de francotropes. Pour moi, les francotropes, c'est comme, disons, ceux d'Amérique latine. Ceux qui parlent espagnol, ils arrivent ici. On peut remarquer d'ailleurs que la communauté hispanophone de Montréal, c'est une des mieux intégrées puis des plus francisées. Alors, il y a eu la façon de choisir son immigration. Est-ce qu'on doit aller, puis je vous pose à vous la question... c'est moi qui pose la question. Est-ce qu'on doit aller jusqu'à dire, avant d'arriver au Québec, vous allez faire l'effort d'avoir au moins un français, je ne sais pas de niveau, là, 2, 3, 4, là, mais qui est un bon niveau de conversation, et puis bon, etc. La régionalisation de l'immigration est certainement... Moi, je le vois, là, je veux dire, que ce soit à Québec ou que ce soit justement dans Charlevoix, etc. Vous savez, s'ils viennent à Saint-Hilarion, là... Ils vont parler français, puis ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils sont bien accueillis. À part ça, il n'y a pas de résistance, puis il n'y a pas de questionnement. Les gens disent « Ah, ils viennent chez nous, c'est bien, on va bien les accueillir. » Je vois à Sherbrooke, par exemple, il y a des communautés culturelles qui s'intègrent aussi très bien parce que la communauté de Sherbrooke, si je peux dire, dans son ensemble, a fait cet effort-là. Et donc, il faut que ce soit les villes et le gouvernement du Québec, et puis à la fois dans le choix et puis dans les lieux, finalement, où ces gens-là vont s'établir. Je crois, 50 000, visiblement, c'est une vraie question, mais en même temps, on voit bien qu'il y a beaucoup d'immigrants temporaires qui arrivent. Oui. Et là, dans les universités, moi, je vous le dis franchement comme je le pense, je crois qu'il devrait y avoir des quotas en fonction, justement, disons, on est 78 mettons, ou mettons à 75 ou je sais pas quoi. Mais il faut que ça reflète. Puis ça va être bon pour nos universités francophones, ça. Puis il y en a, l'Université de Sherbrooke, l'Université Laval, des excellentes universités, l'Université de Montréal, l'UQAM. Et là, je crois qu'il faudrait qu'il y ait justement un équilibre. Et parce que je lisais Pierre Fortin récemment, que je lis toujours attentivement, parce que j'apprends des choses, et puis qui disait justement que ce déséquilibre-là défavorise d'une part nos universités de langue française. Quand on regarde aujourd'hui, le nombre d'étudiants, il y en a, je ne vois pas 45 000, et donc, il faut rétablir un équilibre de ce côté-là, du côté des étudiants. Donc, puis là, ils vont plus vivre dans un milieu francophone, puis ils ne seront pas dans leur bulle. Donc, il faut être capable de dire, il y a une différence entre un étudiant qui vient dans un cégep ou une université anglophone d'un étudiant qui vient dans un cégep ou une université francophone. C'est certain que s'il vient étudier en français puis qu'il décide de rester, c'est plus facile s'il a étudié en français. Voilà. Donc, il faut peut-être effectivement être capable de réglementer les pourcentages entre les
collège et université anglophone, puis collège et université francophone. Ouais. J'étais très étonnée. En France, j'ai entendu parler de Chicoutimi comme jamais auparavant, parce que, je sais pas, Chicoutimi, mais non, mais l'Université du Québec à Chicoutimi, puis le cégep de Jonquière doivent faire des campagnes de promotion. Là, c'est chez des Français, mais même, je connais beaucoup de Français qui viennent étudier à Concordia ou à McGill, là, tu sais, bon. Alors, mais ceux-là s'en venaient à Chicoutimi, fait que je les ai encouragés. Mais c'est vrai, il faut aussi des campagnes adaptées, dans le fond, dans les différents marchés pour que les étudiants comprennent ça. Donc, on dit plus d'immigration en région, parce que c'est plus facile, quoique faut pas non plus être naïf. C'est possible que ces personnes-là, dans un deuxième temps, déménagent à Montréal. Mais ils ont eu le temps de se franciser, puis de culturellement s'être intégrés. Exact. Ensuite, bon, plus d'étudiants dans les cégeps et les universités francophones. Oui. Maintenant, bon, la question, vous la posiez tantôt, puis c'est moi aujourd'hui qui pose les questions, mais la grande question que je me pose, c'est quand on parle des travailleurs, est-ce qu'on doit exiger un niveau 6 ou 7 à ces personnes-là avant d'arriver? Parce que c'est une question d'avenir du français qui sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. Là. Donc, le bout difficile, bon, puis vous savez que l'économie, ça me préoccupe aussi. Donc, mais la vraie question, c'est ça, c'est de dire, est-ce que les immigrants économiques devraient passer un test de niveau 6 ou 7 de français avant? Ça serait l'idéal, parce que ça démontrerait leur motivation, à part ça. Leur motivation, parce que il faut, par exemple, apprendre le français. Bon, en passant, là, il y a des instituts français qui enseignent de France, là, qui enseignent le français partout à travers le monde. Partout où je suis allée dans le monde, il y avait des instituts français. C'est facile pour le gouvernement du Québec de s'entendre avec ces instituts français parce qu'on n'est pas pour créer des structures, là. Alors, il faut se servir de ce qui existe déjà. Et puis, ça serait l'idéal, effectivement. Moi, si vous alliez jusque-là, j'applaudirais. Pour les raisons que vous dites. D'abord, ça démontrerait, de mon point de vue, leur motivation. Puis deuxièmement, bien, ça assurerait, je veux dire, la pérennité, puis l'avenir. Puis, je veux dire, vous le dites souvent, puis très franchement, c'est la réalité. C'est votre première responsabilité. Même M. Bourassa me disait ça, je veux dire, à l'époque, alors que c'était pas... je n'étais pas nécessairement d'accord avec lui, mais il disait ça, j'ai une responsabilité. Oui, parce que je suis, dans le fond, le seul chef d'État en Amérique qui représente une majorité de francophones. Donc, c'est ma première responsabilité, effectivement. Exactement. Là, je vois le temps qui file. On pourrait parler, Louise, pendant longtemps. Mais j'ai une dernière question pour vous. Vous savez que j'aime la lecture. Oui, je pense que c'est important aussi. Puis vous disiez tantôt, on a beaucoup d'auteurs, autrices au Québec qui sont excellents. Mais on a aussi en France, par ailleurs. Ma question, c'est quel est le dernier livre que vous avez lu ou que vous êtes en train de lire? Que je suis en train de lire le livre d'un immigrant québécois qui est arrivé ici à 11 ans, qui est juif hongrois, qui s'appelle Ákos Verbácsi. Ça vous dit quelque chose? Oui. Bon. On a milité avec lui à un moment donné. Alors, c'est son deuxième livre. Le premier s'appelait Rhapsodie québécoise, où il racontait son arrivée ici à 11 ans. Et moi, ça m'avait éclairé beaucoup sur le fait que quand tu arrives ici, que tu parles hongrois et que tu t'en vas à l'école dans Côte-des-Neiges, où il y a à peu près que des jeunes nouveaux arrivants, lui, il a fait le choix de vivre en français, d'écrire en français. Ça, c'est une intégration réussie, comme celle de plusieurs. Là, je veux dire, il y a plusieurs noms qui peuvent nous venir à l'esprit. Et là, il vient d'écrire un deuxième livre qui est très intéressant, qui est un roman. Le premier c'était en 2012-2014, une autobiographie. Et là, c'est un roman. C'est un essai. Là, c'est un roman. C'est un roman, oui. C'est un roman qui parle de son père. Je ne sais pas si c'est vrai que son père est resté en Hongrie, je ne sais pas. Mais dans le fond, c'est du point de vue de ceux qui restent, pas de ceux qui choisissent l'exil.
et qui s'intègre, et puis qui, bon, comme lui, qui est devenu vraiment un exemple, je veux dire, parfait d'une émigration réussie à tous égards, humainement, culturellement, et à tous égards. Mais là, c'est du point de vue de ceux qui sont restés, de sa famille, dont son père. Puis il s'en va aux funérailles de son père. Et là, il raconte l'histoire de ceux qui sont restés en Hongrie. Alors, la Hongrie qui a été communiste jusqu'à la chute du mur de Berlin. Et donc, c'est passionnant, c'est fascinant. Je suis en train de le terminer. Je vous le recommande. Bon, parfait. Puis on le recommande à ceux qui nous écoutent. Louise Baudouin, un merci énorme. C'est passionnant de vous entendre. Et puis, merci beaucoup d'avoir partagé vos opinions, entre autres sur le français. Puis, on espère qu'on va continuer de travailler ensemble à ce que les jeunes soient aussi mobilisés que vous. Oui. Merci, Louise. Merci.